Bonsoir. Le débat sur la longévité au pouvoir revient à la une avec les dernières déclarations du président tchadien. Dans une interview avec nos confrères de Jeune Afrique, le dirigeant tchadien a indiqué que parfois la longévité au pouvoir est une bonne chose. Idriss Déby, lui-même à la tête du Tchad depuis 29 ans, rejoint d'autres chefs d'État qui sont à la tête de leur pays depuis des décennies. C'est le cas du président Paul Biya qui vient de célébrer ses 37 ans à la tête du Cameroun. Ceci alors que dans d'autres pays, le débat fait rage sur une modification de la Constitution pour permettre aux dirigeants actuels de rempiler. Qu'est-ce qui explique cette longévité au pouvoir du dirigeant africain? Comment faciliter les alternances pacifiques en Afrique et éviter les transitions difficiles? Des questions sur lesquelles nous allons revenir au cours de ces 30 prochaines minutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Certains sont au pouvoir depuis les indépendances, d'autres ont été élus à la suite d'élections ou encore par coup d'État. Ils sont plusieurs chefs d'État à régner sans aucune volonté apparente de quitter le pouvoir. Salwa Diafari revient sur ce palmarès de longévité. Alors que la moyenne d'âge de la population africaine est de 19 ans, celle des leaders politiques s'établit à 63 ans. À ceci s'ajoute la longévité des dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. À leur tête, régnant en maître absolu depuis 1979, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Il détient le record de longévité au pouvoir sur le continent. Il est aujourd'hui suivi du Camerounais Paul Biya qui célèbre 37 ans à la tête de l'État cette année. Dur au pouvoir qui peut, avait-il déclaré en 2015. À lui seul, il a vu défiler 6 présidents américains, Reagan, les deux Bush, Clinton, Obama et Trump. 3 présidents sénégalais, Diouf, Wade et Macky Sall. Figure également au top du palmarès Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, 75 ans. Il arrive en 3e position en Afrique avec plus de 30 ans de magistrature suprême au compteur, soit plus que les 28 ans de pouvoir du guide de la révolution islamique Ali Khamenei. Et puis il y a Idriss Déby du Tchad. Pour l'heure, son compteur affiche 29 ans de règne. Du haut de ses 67 ans, Idriss Déby a été élu en avril 2016 pour son 5e mandat à la tête du pays. Paul Kagame est président du Rwanda depuis l'an 2000. Il affirme que s'il reste au pouvoir, c'est parce que son peuple le lui a demandé. Référendum à l'appui, il maintient sa position puisque 98,3% des Rwandais auraient voté pour un changement de la Constitution en 2015. Pierre Nkurunziza du Burundi est de son côté en place depuis 2005. Il s'est arrogé en 2015 un 3e mandat non constitutionnel. Et puis il y a ceux qui ont fini par lâcher prise, souvent malgré eux. Robert Mugabe du Zimbabwe, José Eduardo dos Santos de l'Angola, qui était il n'y a pas si longtemps numéro 2 du palmarès, et Joseph Kabila de la RDC, qui a totalisé 18 ans au pouvoir avant de céder la main à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Salwa Diafari. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Dakar, Yacine Fall, économiste, ancienne candidate déclarée à la présidentielle au Sénégal. Dans nos studios de Paris, l'universitaire et économiste Younes Benfella. Et avec moi, ici à Washington, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Bonsoir et merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, je débat avec vous, Yacine Fall, cette idée que ce sont plutôt les crises politiques et sécuritaires qui sont les raisons qui poussent certains dirigeants à rester plus qu'il ne faut. C'est une idée qui vous convainc? Non, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'années passées au pouvoir, il s'agit aussi de tripatouillage de la Constitution pour certains pour rester au pouvoir. Donc, il y a plusieurs facteurs à regarder. Mais surtout, je pense que ce n'est pas seulement la question sécuritaire, mais il y a aussi la question de l'accumulation financière, l'accumulation de la manne financière
ou des chefs d'État qui ont plein pouvoir, où il y a dans des pays où la séparation des pouvoirs n'est pas du tout effective, et donc où nous voyons dans un continent où la plupart des personnes les plus riches sont des politiciens plutôt que des hommes d'affaires. Donc il y a aussi la question financière, la question de l'accumulation de la richesse, mais aussi la question par rapport je pense, à mon sens, le bilan des chefs d'État. Les chefs d'État viennent au pouvoir, ils promettent beaucoup de choses aux populations, et à la fin de leur mandat, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait. Donc ils essaient de rester plus au pouvoir par peur de représailles ou autre. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les chefs africains refusent de quitter le pouvoir, ce qui est totalement irresponsable et ce qui est totalement antidémocratique. D'accord. Younes Benfella, après le vent de démocratisation des années 80-90 et plus tard, avec d'autres mouvements comme le printemps arabe, on pensait peut-être les présidences à vie révolues, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs dirigeants ont du mal à passer la main en Afrique. Pourquoi, selon vous ? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés à la situation interne, à des contextes qui sont particuliers. Il y a des pays qui sont en guerre civile. Il y a d'autres pays qui ont des problèmes avec leurs voisins. Il y a de l'insécurité dans certaines régions. Vous avez parlé dans le reportage du Tchad. À côté, il y a le Mali, il y a la Libye qui est encore pas stable. Ça, ce sont des facteurs qui sont régionaux, mais on a aussi d'autres facteurs qui sont liés à l'externe. Généralement, les relations avec la France en particulier sont des relations qui sont très très importantes et on se souvient bien du scénario ivoirien dont la France elle est intervenue pour concrétiser en quelque sorte un exercice démocratique pour un passage de pouvoir. De toute façon, il n'y a pas de séparation de pouvoir, ça c'est sûr et certain quand il s'agit d'une longévité de pouvoir pour un dirigeant. Il n'y a pas le principe américain check and balances, le fait de faire du contrôle entre les autorités du pouvoir qui existe dans ce genre de pays. Et troisièmement, je crois que les pays là où on a un dirigeant qui reste longtemps, c'est généralement des pays qui ont les mêmes caractéristiques. Premièrement, c'est un pouvoir qui est très centralisé, voire concentré dans les mains de cette personne. Et quand je dis le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir politique, mais il s'agit également de certains cercles concentriques, le cercle sécuritaire, le cercle politique lié à des partis politiques et également le cercle économique, parce qu'on trouve généralement la bourgeoisie dans ce pays où l'élite économique elle est toujours rattachée vers ce dirigeant. Et deuxièmement, c'est une faiblesse, effectivement, et deuxièmement, c'est une faiblesse des institutions parce qu'il s'agit d'un État individualiste, c'est-à-dire d'un État où l'individu peut prendre n'importe quelle décision sans avoir de consultation, sans avoir de réflexion liée à des institutions. Et ça, c'est très dangereux parce qu'après le quitte de pouvoir, on pourra y revenir d'ailleurs justement. Jean-Claude Zamba, rester au pouvoir 20 ans ou 30 ans, est-ce forcément une mauvaise chose? Est-ce qu'il y a des cas de force majeure acceptables, comme le dit le président Déby? Je pense que oui, il y a des cas de force majeure. C'est-à-dire, il faudra en fait remettre tout le débat sur la table. Rester au pouvoir, c'est quoi? Est-ce qu'on peut comparer rester au pouvoir à une monarchie? Nous avons bien le cas, par exemple, du Maroc où il y a un roi. Le roi, il a la décision politique, il a également la décision économique. Ça, c'est le système politique. Oui, justement. Mais est-ce que cela, c'est-à-dire que si on le transfère, je pense que le débat le plus important, c'est la souveraineté du peuple. Mes confrères ont dit beaucoup de choses qui sont très, très importantes. Lorsque l'on n'arrive pas à avoir des institutions fortes, on se retrouve dans des cas de figure qui se trouvent ici. Pour nous, il est vraiment important de savoir que les choses vont changer. Et ces dirigeants qui restent au pouvoir, qui restent pendant longtemps, seront obligés de changer par ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique. D'accord. Et je me retourne vers vous, Yacine Fall. Que répondez-vous à ceux qui disent que le problème vient plutôt du fait que l'Afrique veuille s'imposer un système institutionnel à l'occidental, qui est aux antipodes ou qui serait aux antipodes des réalités politiques et culturelles africaines? Mais je les ramènerai, je leur demanderai de lire la déclaration du Mandé qui était en fait un élan de démocratie, de droits humains, non seulement dans la gouvernance, mais aussi dans les droits du peuple. Donc les peuples africains n'ont pas hérité la démocratie ou les droits humains des Occidentaux, ça existe déjà en Afrique de l'Ouest.
dans l'Empire du Mali et aussi dans d'autres situations politiques anciennes. Du roi de Thierno Souleymane Baal aussi, dans le Fouta. Dans le Fouta. Donc, au-delà de cela, je dirais que ça, c'est vraiment une excuse qui ne tient plus. Et lorsqu'on regarde un continent où la majeure partie de la population, je dirais 110% de la population a moins de 30 ans, si on leur pose la question, ils sont tous pour l'alternance. Et même aussi, les femmes aussi sont pour l'alternance. Donc, la question, le fait de dire que les Africains, on trouve toujours des excuses. Si ce n'est pas l'excuse de l'étranger, c'est l'excuse de l'opposant. Ou c'est l'excuse des puissances occultes. Donc, moi, je dis que nous sommes en 2019. Les Africains, si vous faites un micro-trottoir, vous écoutez les émissions dans les langues nationales, on se rend compte que l'Africain aujourd'hui est éveillé. Nous ne sommes plus à un moment où les populations peuvent être bernées. Les populations veulent le changer. Et pour la plupart des cas, elles ne sont pas satisfaites des résultats de leurs leaders. Et donc l'alternance, ce qui est nécessaire, c'est d'abord une alternance démocratique, mais aussi c'est une alternance économique et sociale, et c'est une alternance générationnelle. Mais nous ne voulons pas de jeunes qui continuent la corruption, qui continuent le même processus d'expropriation des richesses en Afrique. Donc, on pourra revenir sur tout cela si vous le permettez. Younes, on a quand même l'impression que la longévité politique en Afrique ne fait débat que lorsque le pays est en difficulté. Si je prends l'exemple du Rwanda, le président Kagame est au pouvoir depuis près de 20 ans. Il est pourtant très populaire en Afrique auprès de beaucoup d'Africains qui critiquent cette même pratique dans leur propre pays. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Tout d'abord, je crois que le mot-clé, c'est la démocratie. Et si on voit la carte de tous les pays dans le monde, on trouve que la démocratie, c'est l'exception. Dans les 160 pays à peu près dans le monde, on va trouver seulement une trentaine de pays, y compris même parfois des pays qui ont du poids sur la scène internationale. Ils n'ont pas des régimes démocratiques. Je ne peux pas considérer la Russie comme étant un pays démocratique. Je ne peux pas considérer la Turquie comme étant un pays démocratique. Et ça, c'est très, très impressionnant. Y compris même en Afrique, la démocratie reste quand même une exception. On a des expériences qui sont très intéressantes. L'Afrique du Sud, le Sénégal... Ce que je veux dire, est-ce que finalement l'aspect économique ne prime pas sur le reste pour les populations? Si le pays est considéré comme étant un pays qui marche bien comme le Rwanda, les gens ont moins tendance à critiquer les dirigeants. Je crois qu'il y a l'aspect économique qui est très important, mais il y a aussi le cas de Rwanda, il y a un projet. Il y a tout un projet qui a convaincu la population, qui arrive à mobiliser cette population vers une croissance économique, vers un changement social. Maintenant, la situation économique, elle est très importante parce que la stabilité fait amener des investissements, fait amener de la créativité, de l'innovation dans certains pays. Mais il faut savoir aussi que le changement, il a un coût sur cette population, et surtout quand il s'agit d'un changement avec une certaine violence. On a vu des expériences qui sont très très douloureuses en termes de changement politique, soit à travers des guerres civiles, soit à travers des guerres entre certains partis politiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est face à une nouvelle génération africaine qui refuse totalement cette longévité dans le pouvoir, qui a des aspirations démocratiques et qui veut avoir son propre modèle. Je ne dis pas que le modèle occidental, européen, américain, il est intéressant pour ce pays, mais il y a une volonté d'avoir un certain modèle qui n'est pas seulement lié à des élections, parce que les élections, c'est le jeu technique seulement de la question démocratique, mais qui est au-delà de la question des élections, voire des questions de la lutte contre la corruption, la gouvernance et la transparence. D'accord. Justement, Jean-Claude, on a vu des présidents qui sont au pouvoir depuis des années, en tout cas depuis des décennies, qui sont toujours populaires. Je faisais référence à Paul Kagame. On a aussi vu d'autres qui sont un peu victimes de l'essoufflement de leur pouvoir. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte des spécificités de chaque pays? Je pense je repars toujours au peuple. La souveraineté du peuple. Dans la Déclaration des droits de l'homme, le chapitre 1, la première charte parle de la disposition des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je pense qu'un peuple a le droit d'élire qui ils veulent. Mais est-ce qu'ils ont toujours le choix? Mais c'est justement là maintenant la situation. C'est-à-dire qu'on devrait maintenant être en mesure de mesurer par rapport à est-ce que le choix du peuple
est respecté? Est-ce que le peuple a la possibilité de faire son choix et de discuter avec ses élus? Je pense que c'est de là où on devrait partir. Aujourd'hui, nous avons 7 à 10 millions de jeunes qui entrent dans le marché du travail en Afrique par an. Que les gens le veuillent ou non, ceux qui sont au pouvoir, la donne va changer. En 88, on a eu le printemps algérien. Et la plupart des dirigeants de cette époque, ceux qui ont dit, nous ne comprenions pas nos jeunes, nous ne comprenions pas ce qu'ils désiraient et ce qu'ils voulaient. L'Afrique va changer, que ces gens décident de rester au pouvoir longtemps ou pas. Peut-être on va partir à Dakar rapidement avant de voir la réaction de nos téléspectateurs sur Facebook. Yassine Fall, l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, disait en 2013 déjà qu'on ne pouvait pas faire son temps et prétendre faire celui de ses enfants. Est-ce que le problème ne vient pas justement de ce concept de l'homme providentiel ? En quelque part, oui. Quelque part, le concept vient de l'homme providentiel, mais moi je dirais que tout leader qui pense qu'il est irremplaçable, parce que c'est aussi un argument qu'on présente souvent, en disant que je ne trouve pas de remplaçant, donc je vais rester au pouvoir, doit aussi accepter qu'il ou elle a failli dans sa mission. Parce que si on n'est pas en mesure d'avoir le courage politique et l'esprit démocratique de créer un espace où il émerge plusieurs leaderships qui peuvent prendre les rênes d'un pays, il y a un problème. Mais au-delà de cela, moi je voudrais juste faire un commentaire par rapport au fait que le Sénégal est souvent cité en exemple, mais nous avons aussi ici des vestiges de conflits, parce que simplement, il y a tout un débat sur le 3e mandat du président de la République. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé, mais toute personne qui s'est prononcée contre la possibilité d'un 3e mandat du président de la République dans son propre camp a été licenciée. Toute personne qui s'est prononcée pour le 3e mandat de la République a été gardée et encore restée dans son... Donc le Sénégal aussi, c'est un pays à regarder, étant donné qu'on le cite en exemple, il faut aussi qu'on voit que le peuple sénégalais, les Sénégalais, dans leur large majorité, veulent l'alternance. Merci beaucoup Yassine. On va suivre cette situation au Sénégal, effectivement. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Junior au Togo nous dit que ce qui explique les présidences à vie, soit on n'a rien fait à la tête du pays et on ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne et fasse mieux, soit on a commis trop de forfaitures en massacrant son peuple et on a peur de tomber sous le coup de la justice après son départ. André Ayessé à Elisabethville écrit: pour résoudre ce problème en Afrique, on doit imposer au président un seul mandat de 5 ans pour chasser ces esprits de royauté. Abdoulaye Ndiaye à Dakar pense que les présidents d'Afrique sont obsédés par les biens matériels. Les Occidentaux sont aussi responsables car à chaque élection, ils félicitent le président qui cherche à se maintenir au pouvoir en lui faisant croire qu'il est démocrate. Et puis Constantin Kayungu à Lubumbashi. Si la plupart des dirigeants africains veulent s'éterniser au pouvoir, c'est justement parce que la plupart d'entre eux craignent des poursuites judiciaires. Voilà quelques-unes des réactions sur notre page Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia à la présentation. Je rappelle nos invités. À Dakar, Yassine Fall, économiste, ancienne candidate déclarée à la présidentielle au Sénégal. Dans nos studios de Paris, l'universitaire Younes Benfella et avec moi ici à Washington, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Les citoyens ont beaucoup de choses à dire sur cette question de la longévité au pouvoir. Je vous propose quelques réactions recueillies dans les rues d'Abidjan. Africain au pouvoir parce que l'Afrique est la spécialiste des présidences sans fin. Il justifie cela par un besoin de stabilité, la réponse à une demande populaire, la nécessité de poursuivre une œuvre inachevée. Je pense qu'il y a deux raisons. La première, peut-être que deux viennent pour s'enrichir,
Mais moi, c'est le côté où je ne comprends pas pourquoi, faisant 10 ans au pouvoir, tu as eu le temps d'amasser assez d'argent. Pourquoi ne pas quitter le pouvoir et laisser d'autres aussi continuer? Mais le pouvoir, c'est une continuité. Mais par contre, il se fout le nez dans plusieurs affaires, dans des pays étrangers, des pays limitrophes. Il commet tellement de gaffes que peut-être que quitter le pouvoir, c'est une peur. Il préfère mourir au pouvoir, pour ne pas être poursuivi par la Cour pénale, pour ne pas être poursuivi par celui par son successeur. Il ne sait pourquoi. Pour ma part, les présidents africains aiment se maintenir au pouvoir par volonté personnelle. Voilà, parce que quand vous avez le pouvoir, vous avez certains avantages liés évidemment à votre fonction, votre famille aussi en bénéficie. Et je pense que c'est le seul objectif pour lequel ils décident de rester au pouvoir. Nous constatons qu'à l'approche des élections, la plupart des pays africains modifient leur constitution pour pouvoir avoir un autre mandat, ce qui est déplorable. Et comme justificatif pour ces modifications, ils ont toujours à dire qu'il faut prôner la stabilité dans les pays, un. Et deux, la nécessité de pouvoir continuer leur projet. Et puis trois, à la demande du peuple. Voilà quelques-unes des réactions à Abidjan. Alors, Yacine Fall, certains se seraient accrochés au pouvoir par crainte de ce qui pourrait leur arriver après leur départ. Faut-il inclure dans les constitutions des clauses qui donneraient certaines garanties aux anciens chefs d'État? Ça, c'est un vieux débat, je pense, auquel j'ai participé plusieurs fois. Je pense que la responsabilité à rendre compte et la redevabilité est quelque chose de très, très important. Je pense qu'un chef d'État qui prend le pouvoir, qui devient dictateur, qui viole les droits humains, qui ne délivre pas ce qu'il avait promis et qui après veut qu'on le récompense, moi je suis contre. Je pense que les personnes qui prennent le pouvoir en Afrique doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus qu'on ne peut plus reculer. Et que lorsqu'on décide de demander à diriger, il faut qu'on faire de son mieux pour réaliser le projet qu'on a mis. Voilà, quelques soucis avec la connexion à Dakar, on va revenir vers vous. Younes, que faut-il pour éviter des transitions tumultueuses, des élections violentes ou tout juste revenir à une vie institutionnelle normale dans certains pays? Très bonne question, parce que c'est la question qu'il faut poser par rapport à cette situation africaine. D'abord, il faut savoir qu'en Afrique, on est face à une transition. D'abord, une transition démographique très importante, parce que c'est les jeunes qui représentent la majorité de la population. Et deuxièmement, une transition dans la politique générale de ces pays, parce qu'il y avait toujours, depuis l'indépendance, un besoin de stabilité. Maintenant, je crois qu'on a vraiment un besoin de développement. Et c'est ce qui implique davantage des aspirations des jeunes. Je crois que la meilleure façon, ça sera plutôt une transition politique qui amène à d'abord créer à impliquer les jeunes plutôt dans la scène politique, et ça c'est très important. Et deuxièmement également de préparer des projets alternatifs, parce que c'est très intéressant de parler de quelqu'un qui va quitter le pouvoir, mais malheureusement parfois il n'y a pas des projets alternatifs qui vont créer de développement, qui vont participer à l'implication des jeunes, des femmes également au pouvoir. Et ça, ce sont des questions qui sont très importantes. Pour moi, la question aussi de l'institutionnalité ou la force des institutions dans ces pays est une question qui est très importante. On arrive à voir sur certains pays qu'il y a des partis politiques qui sont au pouvoir depuis longtemps, mais il y a un changement, il y a dans la direction, il y a un changement au niveau de la politique. Je donne un exemple du cas du Japon. Le Parti libéral au Japon, il a gouverné depuis 1953 jusqu'au 1995 avec différentes politiques et avec différentes personnalités. Ça, vraiment, ce sont des exemples qui nécessitent d'être transposés en Afrique en renforçant les institutions politiques et en renforçant également la société civile, parce que c'est à travers ce lien entre la société civile, les partis politiques et l'État qu'on arrive à créer du développement. Le renforcement des institutions et le débat public. Voilà, c'est un peu ce que je retiens. Merci beaucoup. Jean-Claude, comment faire justement pour dépasser le débat sur la longévité au pouvoir, les éternels changements de constitution qui relancent à chaque cycle électoral le débat, ou en tout cas fait craindre des violences? On n'est pas obligé de rester tout le temps dans ce processus-là. Malheureusement, il y en a qui profitent de ce genre de débat sur le plan économique. Et je pense que c'est une nouvelle politique générale, comme dit mon ancien monsieur
Ernest. Il est important de mettre la population au centre. Les référendums sont là pour quelque chose. Pour moi, en ce qui me concerne, la donne est en train de changer. Elle est en train de changer d'une façon très considérable et il faudrait repartir sur des textes de loi. Nous ne devons pas avoir des régimes où c'est la personnalité du président qui est celle que les gens respectent, mais l'institution que représente ce président. Il est important. Nous avons le cas, par exemple, du Botswana qui vient d'avoir une élection en novembre où il n'y a eu aucune contestation. Aucune contestation. Les félicitations sont venues de partout. Je pense qu'il est important de remettre les jeunes, les femmes, toutes personnes qui ont servi leur pays, que ce soit dans le privé, que ce soit militaire, ainsi de suite, qu'on l'on remette au centre. Comme disait Madame Faye tout à l'heure, ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique connaît la démocratie. Quand on repart dans nos royaumes, il y avait cela. On s'asseyait, on parlait. Je vous dirais même que le président du Botswana, avant de prendre des décisions importantes, va s'asseoir avec ce qu'ils appellent les kotlas, donc qui représentent les chefferies, les sages, pour décidons ensemble. Il est important que ceux qui viennent au pouvoir sachent qu'ils viennent pour servir le peuple et non se servir. D'accord. Justement, Yacine Fall, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système, par exemple, donner plus de pouvoir au Parlement, aller peut-être vers des régimes parlementaires, donner moins de pouvoir au régime présidentiel comme on le voit en ce moment? Absolument, absolument. Il faudrait d'abord qu'on fasse tout pour qu'il y ait une séparation effective des pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains du chef de l'État. Mais il faut aussi qu'il y ait une large, non seulement donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement, mais aussi une large implication de la société civile, une large implication des mouvements de jeunes et des mouvements citoyens. Pour qu'il y ait, pas qu'on attende d'être élu pour créer un dialogue national, mais que ce soit quelque chose qui soit intégré dans le DNA même du processus politique. C'est-à-dire que ce processus politique implique beaucoup plus de citoyens. Qu'on n'écoute pas seulement les gens qui sont de son propre bord, mais que les personnes qui sont sincères, qui parlent en direction de l'intérêt national, qui parlent pour la paix, pour la stabilité politique, et aussi pour l'avancement de la démocratie, que ces personnes-là soient écoutées. Donc je pense que nous, en Afrique, nous avons l'habitude en tout cas nous au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le dialogue, le wartan, c'est-à-dire que discuter et sélectionner ce qu'on prend. Je pense que c'est une qu'on devrait continuer à utiliser dans les... Merci beaucoup, Madame. Younes, on n'a que 30 secondes pour terminer. Changement de régime, peut-être ça peut aider, passer plus vers les régimes parlementaires. C'est une des solutions pour vous, en 20 secondes? Je crois que c'est une des bonnes solutions. Il peut être aussi le fédéralisme pour certains pays qui ont des problèmes parfois identitaires, qui ont des problèmes de participation régionale. Ça aussi, ça peut être une très bonne question. De toute façon, moi, je suis optimiste par rapport au changement en Afrique. Par contre, il faut vraiment garder la prudence vis-à-vis de questions de violence, vis-à-vis également de questions de richesse économique. Ce sont autant de questions qu'il faut aussi prendre en considération davantage avec la question démocratique. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui avez suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook. Merci également à nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.